Les terrains ne nécessitent pas un assainissement. Alors c'est vrai que pour nous ingénieurs, plus on peut savoir à l'avance, plus on peut investir à l'avance de l'intelligence pour identifier ce million, pour essayer de trouver des solutions pour le réduire, pour mieux trier les matériaux, pour réduire la facture, voire même pour éviter de construire à cet endroit-là ou construire en sous-sol un peu à côté ou adapter le projet pour éviter de dépenser ce million, plus on investit dans l'intelligence, plus on peut après coup trouver des solutions optimales. Et le contraire était aussi vrai, plus on est, vous l'avez dit, plus on est dans la surprise, plus ça va coûter cher de beaucoup. Effectivement, on peut citer le cas d'un très gros chantier qu'on a eu dans la banlieue lausannoise, puisque c'est un grand centre commercial dont je ne citerai pas le nom pour certaines raisons, où effectivement, suite à l'examen extrêmement rapide qu'on a été obligé d'effectuer, puisque le chantier avait déjà démarré quand on a découvert la pollution, on a pu en l'espace de 2 mois et demi, grosso modo, dresser un check-up absolument complet de la pollution que ce site renfermait, qui n'était pas une pollution qui s'exportait. Et le bâtiment, l'architecture du bâtiment a évolué. On a pu par exemple économiser passablement d'argent en évitant de l'enfoncer trop profondément dans le sol. Tous les plans ont été réalisés pour surélever le radier de fond. En fait, ça a permis d'économiser un certain nombre de mètres cubes. Quand vous passez d'une prévision de 600 000 francs de frais de terrassement à grosso modo 4,5 millions à 5 millions, c'est quand même un choc qui vaut la peine de se pencher sur le problème et puis de trouver des solutions intelligentes. Et là, je rejoins Félix Schmitt à ce propos-là. Il vaut mieux investiguer longtemps à l'avance, et c'est ce que l'entreprise avait refusé de faire initialement en achetant le terrain en question, toujours dans le même cas de ce centre commercial. Et c'est quand on a entamé les travaux qu'on s'est rendu compte qu'on avait affaire, en fait, le centre commercial était monté sur une ancienne décharge dont on avait complètement oublié la présence, puisqu'elle datait des années 40. Donc il vaut mieux payer quelques analyses au début, avoir le temps de planifier l'évacuation des matériaux, peut-être changer le dispositif de l'immeuble, la façon dont on construit, et ainsi réduire les coûts. D'autres questions? Alors moi je me pose un peu la question de l'avenir de tous ces sites. On confine la pollution dans un lieu donné, et puis on lui donne une étiquette, et puis on trie un petit peu nos déchets. Et qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que dans le coût, on paye à ces décharges pour qu'elles traitent ces polluants? Est-ce qu'elles les dépolluent enfin, on a vu qu'il y avait une partie qu'on pouvait incinérer, mais il y a une partie qu'on stocke, et puis enfin, qu'est-ce qu'on... Dans 20 ans, quand on a comblé notre décharge, qu'est-ce qu'elle devient et puis qu'est-ce qu'on en fait, quoi. Alors effectivement, la mise en décharge n'est pas une solution idéale, il vaudrait mieux prévenir à l'avance. Il ne faut pas oublier que ce qu'on est en train actuellement de mettre en décharge, c'est les traces des années précédentes. La seule façon d'évoluer correctement pour éviter ce type de procédé, ou en tout cas le diminuer au plus bas niveau possible, c'est au niveau de la conception des matériaux, au niveau de la conception des procédés. Et puis là, on arrive évidemment dans tout le travail qui est fait au niveau préventif. Et ça, c'est la protection de l'environnement au niveau industriel, au niveau de la fabrication aussi des matériaux de construction qui est importante. On est en train de gérer actuellement le résultat des années 70. Je pense par exemple à des produits composites, des parois sandwich, où vous avez une couche de métal, une couche de mousse polyuréthane expansée, le tout contrecollé sur un panneau de bois ou alors de plâtre, enfin vous avez différentes possibilités. Avec ça, vous n'avez pas d'autre recours que la mise en décharge définitive, puisque vous ne pouvez plus séparer ces matériaux dans des termes économiquement supportables. Et ainsi de suite. Donc on pourrait multiplier à l'envi ce genre de choses. Donc vous parlez d'étiquette sur la décharge. Nous, ce qu'on aimerait avoir, c'est maintenant un étiquetage des matériaux utilisés et puis des procédés auxquels on a affaire pour savoir à quoi on peut les vouer comme déconstruction, comme réintégration dans le cycle environnemental. Mais il y a encore loin de l'idée aux actes. Je vais peut-être rajouter une petite remarque par rapport à ça. Je crois qu'aujourd'hui, il faut se sortir de la tête qu'on pourrait ne rien mettre en décharge. Ça, c'est vraiment quelque chose
je vous invite à aller visiter des décharges pour que vous réalisiez à quelle vitesse ça avance par rapport à des déchets, notamment les déchets qui sont incinérés aussi. On a parlé de scories, on a parlé de l'ISDS. Ça, c'est des déchets qui sont incinérés. Quand on brûle, il reste toujours quelque chose. Donc peut-être qu'à l'avenir, je ne sais pas, dans 50 ans ou 100 ans, on arrivera à éliminer totalement les déchets, mais en effet, s'il n'y a pas une réflexion au niveau du produit lui-même, faut oublier. M. Andauer mentionne c'est des déchets composites qu'on a fait il y a quelques années qui nous embêtent. Je rappelle juste que maintenant on a des déchets qui sont autres, style déchets électroniques. C'est pas composite, c'est surcomposite. C'est des trucs. On récupère les déchets électroniques. Sachez que le Canada et les États-Unis font une récupération comme on le fait ici. 85% de leurs déchets finissent en Chine, notamment dans un village où les gars séparent les métaux en les faisant brûler sur leur creuset, le nez au-dessus. Donc il y a une réflexion vraiment antérieure par rapport à ça à avoir. Et puis ce qu'il faut aussi dire, c'est que sur les déchets inertes, on a ici dans les décharges des déchets qu'on n'arrive pas à recycler. Donc on a la proportion, je crois que les entreprises ici peuvent le confirmer, si elles ont la possibilité de recycler pour réutiliser, économiquement déjà c'est intéressant. Donc il y a quand même une partie qu'on ne peut pas, aujourd'hui qui doit finir en décharge. Alors dans notre rapport sur l'environnement 2010, on a fait une évaluation du taux de recyclage en fait, des déchets qui terminent au bout du système en quelque sorte, au bout du tuyau. On est quand même à un taux de réintégration environnementale, de réutilisation de plus de 90%. Mais il reste quand même effectivement un résidu incompressible, et c'est aussi pour ça que la Confédération conçoit notamment ces décharges à scories presque comme des mines. On essaye en fait d'avoir un matériau qui est quasiment réutilisable dans le futur, puisqu'il contient des métaux qui peuvent être très facilement refondus et revalorisés. Et actuellement, ça n'est pas en valeur du jour, en raison de termes économiques. Il est encore moins cher d'aller chercher des minerais contenant les mêmes métaux dans un certain nombre de pays, on dira du Sud, plutôt que d'essayer de les réexploiter chez nous, alors qu'on a parfaitement les possibilités. Les possibilités ont été testées, la fonte a été effectuée, on a pu séparer les différentes composantes. Il y a des procédés qui existent, mais qui, en raison de leur caractère non concurrentiel, sont pour l'instant gardés au frigo. Mais les procédés existent. Merci. D'autres questions? Si ce n'est pas le cas, je vais vous remercier d'avoir participé à ce débat sur les urbanités consacré à la gestion des terres polluées. Je vous invite à poursuivre la discussion, de poursuivre la discussion à l'apéritif qui est organisé et offert par les amis des urbanités. Je vous remercie de votre participation et à bientôt pour une prochaine urbanité. Merci, au revoir.